Et ce panel sera modéré par Monsieur Anthony Nziko, DG de ANAPI. Et dans la salle où nous nous trouvons, c'est le deuxième débat avec pour thème 145 raisons de parier sur l'avenir de la RDC, modéré par Monsieur Alexandre Nchoué, expert Makutano, que je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous reprenons le cycle de discussion cet après-midi et cette fois-ci, nous avons l'opportunité de recevoir le ministre d'État et ministre du Plan qui va nous entretenir sur le PDL 145 territoires. Avec lui, nous allons évoquer certaines questions assez pratiques. C'est vrai que le matin, nous avons eu l'occasion d'entendre le Premier ministre sur quelques orientations à caractère général, mais avec le ministre du Plan, nous allons aborder la question avec de plus amples indications pour éclairer la lanterne sur les dispositions qui sont prises actuellement par les autorités de la République pour la réussite du programme, mais aussi nous allons envisager quelques discussions particulières pour savoir comment est-ce que la mise en œuvre de ce programme pourra impacter sur le niveau de vie de la population congolaise. À cet effet, nous invitons son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, à nous rejoindre et prendre place au milieu. Excellence. Voilà, merci. Je crois que nous pouvons débuter notre discussion avec le ministre du Plan et il va essayer de nous apporter d'amples précisions sur les contours de la mise en œuvre du PDL 145 territoires. Mais d'entrée de jeu, je voudrais d'abord poser une première question au ministre. Tout à l'heure, le Premier ministre a dit que nous avons regardé par le passé ce qui a été fait en matière de planification, nous avons regardé les erreurs et c'est sur base de ce diagnostic que nous avons corrigé le tir. Alors, d'entrée de jeu, Excellence, on voudrait entendre de votre bouche quels sont les éléments de faiblesse que vous avez dénichés autrefois en matière de planification en RDC avant qu'on puisse aborder la question du PDL. Merci pour la parole. Je commence d'abord par saluer toute l'assistance et en particulier mon grand frère Vital Kamere qui est avec nous. Je vous remercie pour la question. Je pense que dans le passé, nous avons constaté plusieurs difficultés au niveau de la planification. La première, c'est d'abord le mode de planification qui se faisait, qui était le mode de planification de haut en bas, c'est-à-dire les autorités au niveau national, au niveau provincial, décider de ce qui était bon pour les populations. Et nous avons eu ces mêmes difficultés avec le plan que nous avons mis en place, parce que, nous, comme vous le savez très bien, nous sommes en difficulté notamment avec la classe politique, avec les députés, que ce soit nationaux ou provinciaux, parce que les autorités en général ont voulu imposer ce qui était bon en fonction des intérêts souvent politiques. Ça, c'est une première erreur que nous avons voulu éviter. C'est ainsi que pour réaliser ce plan, nous avons délégué les planificateurs au niveau des différents territoires pour prendre les besoins qui viennent de la base. Et que ces besoins qui viennent de la base ne sont pas les besoins généralement tels que ressentis par le sommet. Donc, première chose, c'est la base, c'est les populations qui nous ont dit véritablement de quoi elles avaient besoin. Deuxième élément que nous avons considéré, c'est l'élément concernant la capacité de gestion des projets. Nous avons constaté que la plupart des projets ne sont pas allés à terme ou ces projets n'ont pas pu être pérennisés dans la mesure où les gestionnaires des projets à la base, que ce soit les administrateurs des territoires, que ce soit toutes les personnes qui sont censées bénéficier de ce projet, ne bénéficient pas d'un accompagnement en termes de renforcement de capacité pour la gestion des projets au niveau local. Et donc, cette fois-ci, nous avons intégré comme composante à part entière du PDL 145 la formation
le renforcement des capacités au niveau de la base. Troisième élément que nous avons évité, notamment en ce qui concerne, parce que beaucoup de projets dans notre pays n'aboutissent pas par des interférences politiques et des pressions qui sont faites sur les exécutants. Nous avons voulu, en ce qui concerne le PDL 145, tenir un peu à l'écart la classe politique et je veux dire même à la limite le gouvernement dans l'exécution du projet. C'est ainsi que nous avons pris comme agence d'exécution les agences qui jouissent d'un aura au niveau international qui auront deux rôles. De par leur expertise, ils permettront d'aller plus vite dans l'exécution, de faire le suivi sans pression extérieure, de faire l'exécution et en même temps qui ont déjà démontré des capacités managériales et des capacités d'absorption des fonds. Parce que vous savez que notre pays a un problème réel, c'est parfois la capacité d'absorber les financements. Donc, tous ces trois éléments que je viens de démontrer sont quand même certaines précautions qui ont été prises pour mener à bon port ce projet. Bien entendu, je pense que le Premier ministre a également parlé du risque financier. Nous avons pris la précaution de ne commencer le programme, de lancer le programme uniquement sur les volets où nous avons l'assurance et nous avons déjà réuni la totalité du financement. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, pour les trois secteurs pour lesquels ça a été lancé, ça veut dire les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs, la totalité des fonds, ça veut dire les 511 millions, sont disponibles et déjà mis à la disposition des agences d'exécution, de sorte que quand nous disons que d'ici février-mars, il y aura des rendus, c'est parce que du côté du gouvernement notamment, nous avons déjà exécuté la totalité de nos obligations, notamment les obligations financières, parce qu'il ne faudrait pas qu'en cours de route, le gouvernement puisse dire qu'il n'a pas de moyens. Voilà un peu brièvement présenté les éléments qui permettent de dire que nous avons un peu changé de paradigme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, votre réponse me pousse à d'autres questions. J'ai suivi religieusement le Premier ministre le matin et il a fait savoir qu'un dispositif serait mis en place pour réussir le programme. Il a parlé du président de la République qui pilote au niveau politique, de lui-même en tant que superviseur, et ensuite vous intervenez, et il a sauté les gouverneurs et il a parlé directement de la base. Alors, votre réponse, vous parlez maintenant d'un retour du bas vers le haut. Et si je me réfère également à la Constitution, il est dit que les provinces ont une certaine autonomie en matière de planification. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que les gouverneurs sont suffisamment impliqués dans le processus? Est-ce que les gouverneurs ne seront pas un élément de blocage quant à la mise en œuvre du programme? Les gouverneurs sont pleinement impliqués et je pense que le chef de l'État avait eu à inviter d'ailleurs les gouverneurs ici pour cette raison et j'ai eu à leur expliquer les tenants et les aboutissants du programme et ils sont en possession de tout ce qui doit se faire dans leur province parce que c'est eux qui coordonnent au niveau provincial. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous rassurer que ce qui a été fait comme étude pour les PDL est suffisant et que si on avance, on va avancer sans se heurter à un mur à mi-chemin? Oui, je pense que cette question, c'est une question notamment à laquelle le chef du gouvernement, le Premier ministre, a répondu, dans la mesure où on nous a beaucoup reproché, effectivement, le retard, entre guillemets, qui a été pris dans la mise en œuvre du programme. Parce que justement, on a pris la précaution de mener les études nécessaires avant de faire les cahiers de charges et de lancer les appels d'offres. Parce que vous devez savoir que lorsque nous faisons la projection, nous faisons le budget, nous prenons des coûts standards que nous convenons avec les opérateurs ou les spécialistes du secteur. Mais avant de faire l'appel d'offres, les agences d'exécution ont fait les études pour savoir quel est le coût de chaque structure en particulier. Et aujourd'hui, je pense que nous avons eu certaines grandes discussions
avec d'autres partenaires et certains collègues. Parce que, notamment, aujourd'hui, nous avons décaissé 12 millions de dollars pour les études concernant les 38 900 kilomètres de routes de desserte agricole que nous devons faire. Certains se sont énervés pour dire que c'est de l'argent que nous perdons. 12 millions de dollars pour 38 000 kilomètres. Oui, mais c'est 12 millions de dollars qui doivent garantir la bonne fin de dépenses de 260 millions de dollars. Donc, les études tiennent une place particulière et nous tenons à ce que ces études soient faites et les études se font. Je pense que les agences qui m'accompagnent pourront le certifier et c'est une priorité pour nous. Dans certains territoires où il y a des cours d'eau, on peut capter l'eau autrement, mais on parle de forage. Est-ce que par là, il n'y a pas une déconnexion entre l'étude et les besoins au niveau du territoire concerné? Bon, je pense qu'à partir du moment où les besoins viennent d'en bas, cette question peut être éludée. Lorsqu'il y a des cours d'eau et qu'on pose la question véritablement aux personnes qui sont sur les terrains. Parce que la vraie question ici, quand on parle de pauvreté, c'est poser la question, quelle est l'essence de la pauvreté? Chez vous, ici, dans ce village, pourquoi vous dites que vous êtes pauvre? Non, c'est parce qu'on souffre, on n'a pas d'eau. C'est parce qu'on souffre, on n'a pas d'école. C'est parce qu'on doit faire des kilomètres pour aller au marché. Voilà d'où part d'abord la préoccupation. Donc, dès lors que la personne nous dit qu'il n'y a pas d'eau, ça veut dire que le problème d'eau se pose réellement. Ce n'est pas moi qui viens lui imposer le forage. Donc, il y a cette question-là qui est prise en compte et de par la démarche pour déterminer les besoins, il y a certains écueils qu'on évite directement. Donc, moi, je pense que la question ne se pose pas à ce niveau-là. Mais on a peut-être le sentiment qu'il y a du copier-coller. Pourquoi? Parce que on va aller dans tous les sens, mais à travers la République démocratique du Congo, les besoins sont pratiquement les mêmes. Les écoles, les centres de santé, l'eau, les marchés et principalement les routes. Vous passez ces cinq points, il y a certains endroits maintenant un peu plus développés, c'est les bâtiments administratifs, les logements des autorités et ainsi de suite. Mais en général, c'est ça. Et vous verrez, en général, moi j'ai eu, il n'y a pas de secret ici, j'ai eu des grands débats, notamment avec certains de mes collègues, comme par exemple le collègue en charge du sport, qui m'a dit, mais pourquoi dans le PDL 145, il n'y a pas de terrain de jeu, il n'y a pas de stade de football, par exemple. Il y a ma collègue qui est chargée du genre qui m'a dit pourquoi il n'y a pas de foyers sociaux. Ce sont des besoins qui peuvent se faire ressentir. Mais lorsque on pose la question aux bénéficiaires, ce ne sont pas les problèmes qui sont prioritaires pour eux. Bien entendu, il faut le savoir que le PDL 145 n'est pas, et c'est ça la confusion qui tend à s'installer, n'est pas l'ensemble du programme du gouvernement. C'est une partie du programme du gouvernement qui ne concerne que les programmes prioritaires pour les milieux ruraux. Par ailleurs, l'ensemble du programme du gouvernement est en cours d'exécution. Donc, preuve de statistiques en RDC. Est-ce que les études qui ont été menées avec des bonnes statistiques? Après le lancement, il faudra faire le suivi et l'évaluation. Avec quel indicateur va-t-on faire le suivi et l'évaluation si les statistiques posent problème? Parce qu'effectivement, en regardant les études, les chiffres qui sont utilisés sont des chiffres éloignés. Ce n'est pas une photographie récente de la situation. Comment pensez-vous régler cette question? Parce que lancer le programme, c'est une chose. La mise en œuvre, c'est une chose. Et faire l'évaluation demandera des indicateurs. Comment est-ce que vous pensez régler cette question de suivi-évaluation? Quels indicateurs vous allez utiliser? Alors qu'aujourd'hui, à l'INS, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est vous le patron de l'INS sur le plan de la tutelle. Oui, la question des statistiques, effectivement, est une question qui doit être réglée. Mais nous sommes confrontés à plusieurs défis au même moment. On ne peut pas
en même temps dire, attendons d'abord d'avoir finalisé le cadre général des statistiques fiables avant de satisfaire aux besoins de nos populations. Je comprends et je pense que les agences d'exécution vont me compléter. Dans les cahiers de charges qu'ils ont, notamment pour faire les études, mettons le cahier de charges qui est le plus proche de nous et qu'ils sont en cours d'élaboration, c'est pour les routes de desserte agricole. Donc, quand ils font ces études sur les routes, ils font en même temps une étude de l'impact de cette route. Quels sont les villages que traverse la route? Quelles sont les populations qui empruntent? Quelles sont les spéculations qui y sont transportées? En ce moment-là, ça permet même aux agences de pouvoir nous donner des propositions correctives à un certain moment. Mais entre-temps, bien entendu, le travail normal de remise en place de la structure statistique se poursuit normalement pour ne pas bloquer la machine en attendant que cette procédure soit terminée. Moi, je vous ai dit que ce que nous avons fait, c'est par rapport aux besoins qui ont été exprimés. Lorsque nous avons des discussions, notamment avec les élus, les différents élus, qui nous disent, mais pourquoi dans tel territoire, par exemple, il y a 8 écoles, dans mon territoire, il n'y en a que 3 ou 4. C'est par rapport aux besoins qui ont été exprimés. Peut-être dans un territoire, ils ont privilégié les routes, dans un autre, ils ont privilégié les écoles. Donc, si les besoins exprimés ont été plus importants dans un territoire, nous construisons le nombre d'écoles selon le montant global disponible pour ce territoire-là. Maintenant, quel sera l'impact en termes de nombre d'élèves et pour favoriser la gratuité? Ça, le travail doit se faire conjointement avec le collègue de l'EPST. Pensez-vous que l'orientation actuelle de la politique de la santé en RDC est bonne ou mauvaise? Dans la mesure où, si on décompose les dépenses publiques dans la santé, on remarquera que plus de 60% des dépenses sont des dépenses curatives. Et on a moins de 30% de dépenses préventives. Et pour ce qui est de la vaccination, le financement est plus assuré par les partenaires extérieurs. Quelle est votre lecture en tant que ministre du Plan? Bon, je pense que nous sommes sur un travail, les structures ont été mises en place pour la question de la couverture de santé universelle. Hein, c'est un processus qui va commencer doucement à partir de Kinshasa. Mais vous êtes aussi informés du nombre de médecins qui ont été mécanisés au courant de cette année. Nous avons mécanisé plusieurs milliers de médecins et nous avons, les discussions sont en cours de finalisation, augmenter le niveau de revenus des médecins. En RDC, il y a une constante. Quand on avance vers les élections, il y a un effet d'éviction. Les dépenses liées à l'organisation du processus des élections évincent les dépenses d'autres projets. Que pensez-vous de la mise en œuvre du PDL par rapport aux élections qui pointent à l'horizon? Pensez-vous que les dépenses liées au processus vont évincer ce que vous avez budgétisé pour financer le PDL 145 territoires? On peut dire qu'à ce stade, non, dans la mesure où le budget des élections a été pris en compte dans le projet 2023. De même que le budget du PDL. Donc, c'est-à-dire qu'en bouclant ce budget, ce projet de 14,6 milliards, et le PDL et les élections sont servis. Maintenant, c'est parmi les facteurs de risque qu'on ne peut pas exclure. Si, par hasard, admettons qu'il y a une chute du cours des métaux qui entraîne la chute des recettes du gouvernement, eh bien, le gouvernement aura le choix des priorités. La priorité, est-ce que ce sera les élections ou ce sera le PDL? Donc, je ne peux pas répondre
de manière définitive à cette question parce que je dois tenir compte des facteurs risques. La prévision est là, le PDL doit être conduit jusqu'au bout et nous avons dit, comme je vous l'ai dit, nous avons pris la précaution qu'à chaque fois que nous lançons les appels d'offres, c'est parce que nous avons bouclé la totalité du budget. Nous avons bouclé la totalité du budget pour la première phase parce que nous avons la totalité des fonds et nous avons plus ou moins donc 773 millions de dollars qui sont déjà acquis, bouclés, terminés. Et que maintenant, pour la deuxième phase qui va concerner les logements des administratifs, les questions de l'eau et toutes les autres questions, eh ben, on attendra de boucler les recettes y afférentes pour pouvoir avancer pour les appels d'offres. Ok, merci beaucoup, Excellence. Une dernière question pour vous. Toujours à ce même sujet, il a été également établi que généralement, en période électorale, vous, les politiques, vous regardez plus les élections que l'action gouvernementale. Pensez-vous que ça ne va pas se faire ainsi cette fois-ci? Que vous aurez au même moment à regarder les enjeux politiques, électoraux, et aussi au même moment mettre en œuvre le PDL? Ça ne sera pas facile pour vous? Je pense que c'est pour ça que vous me donnerez raison d'avoir confié ce travail-là aux agences locales d'exécution, parce que eux ne seront pas concernés par la question des élections. Ils auront leur argent et ils pourront continuer. Merci. Et vous, en tant que partenaire, vous accompagnez le pays. PNUD, vous avez votre agenda d'intervention, UNICEF, PAM, ainsi de suite. Est-ce que vous avez eu à discuter sur la question et à mettre en place un dispositif qui vous permettra d'accompagner efficacement le gouvernement congolais pour la réussite du PDL? Je voudrais vous remercier pour votre question. Je voudrais, sur ce point, répéter plus ou moins ce que le ministre d'État vient de dire. Le PNUD travaille avec le gouvernement, bien sûr, sur le plan national de développement du pays. Et le PDL 145 territoires s'aligne absolument par rapport au plan de développement national. Le PDL 145 territoires est un programme d'urgence, bien sûr. Étant un programme d'urgence, il fait également partie intégrante de notre ligne de service qui concerne l'un des piliers du PNUD, qui concerne le pilier transformation économique et gestion naturelle des ressources, ce qui m'amène à dire que au niveau de l'alignement gouvernement PNUD, agence d'exécution, nous sommes en parfaite harmonie. Lorsque vous vous référez aux agences des Nations Unies, effectivement, nous travaillons dans un cadre de planification, un cadre de gestion qui a commencé depuis 2020-2024, qui se termine en 2024. C'est un accord entre les Nations Unies et le PNUD, et cet accord nous explicite exactement le fait que le programme PDL 145 territoires, qui est un programme très ambitieux, mais également qui touche réellement aux inégalités, à l'extrême pauvreté en milieu rural et qui s'aligne effectivement sur ce que nous avons accompagné, nous avons convenu d'accompagner le gouvernement pour. Donc, il y a tout un alignement en lien avec les objectifs de développement durable également, et sans oublier que le programme PDL 145 territoires touche à 12 des objectifs du millénaire sur 17, ce qui est vraiment important. Monsieur le DG, bonjour ou rebonjour. Alors, vous intervenez également dans l'exécution de certains projets. Quelles sont les dispositions pratiques que vous avez eu à prendre dans le cadre de votre travail pour nous éviter des débordements comme on l'a connu par le passé? Je voudrais avant toute chose saluer les participants et en particulier l'honorable Vital Kamere. Comme vous l'avez dit, BESECO est une agence d'exécution, mais BESECO a une longue expérience de plus de 20 ans dans la mise en œuvre de projets d'urgence. Dans le cadre du PDL 145 territoires, nous intervenons d'abord dans 48 territoires répartis dans 9 provinces, qui sont la province de Haut-Uélé, Ituri, Nord Kivu, Lomami, Kasaï oriental, Kasaï central, Haut-Katanga, Lualaba et Haut-Lomami. Évidemment, pour mettre en œuvre un tel projet ambitieux, nous avons mis en place un certain nombre de stratégies convenues avec le gouvernement. La première chose, c'est d'abord sur les textes. Nous sommes engagés à respecter la loi relative au marché public, ainsi que les décrets-lois portant sur les procédures
de marché public. Mais également, nous avons une particularité, c'est de travailler avec les agences locales d'exécution qui sont les ALE, donc essentiellement des ONG. Nous avons à ce titre le manuel de procédure pour le recrutement des ALE. Ce que nous avons adopté comme principe aussi, c'est la mise en œuvre de la concurrence. En fait, la mise en concurrence est la règle d'or. Pas des marchés d'entente directe ou de gré à gré. Donc ça nous met justement à l'abri des pressions politiques. Nous impliquons les autorités. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan l'a dit, le choix des priorités est venu de la base. Mais au-delà de cela, nous avons aussi consulté les leaders politiques, les leaders d'opinion, mais également la société civile de chaque province d'intervention pour que ces derniers confirment les priorités nous transmises par le gouvernement. Par ce sens-là, il nous sera difficile d'exécuter les projets dans les territoires si ça ne rencontre pas les priorités de population locale.